Citoyens du monde, téléspectateurs de JBTV, merci de nous retrouver encore une fois de plus dans cet espace d'échange, cet espace de libre expression, cet espace de triomphe de la vérité que nous vous offrons pour que vous puissiez découvrir et savoir la vérité sur la crise ivoirienne, principalement la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire traverse depuis plus d'un mois. Alors pour aujourd'hui, nous recevons Monsieur Serge Kofi, communément appelé Sorokou Tremain. Il est ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, donc FESI. Et avec lui aujourd'hui, nous allons décortiquer encore, comme nous l'avons fait avec nos précédents invités, nous allons décortiquer cette situation. Il a sa part de vérité à livrer, il a son mot à dire dans cette crise que nous connaissons. Nous invitons simplement à nous suivre. Bonjour, Monsieur Serge Kofi, je dirais Sorokou Tremain pour être plus à l'aise, pour que nous puissions nous détendre. Oui, bonjour. C'est ça. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous allons tout de suite démarrer. Nous allons tout de suite démarrer. Et voilà. Et tout de suite, je vais vous demander votre appréciation et votre analyse de la situation post-électorale que vit la Côte d'Ivoire. Avant de répondre proprement à votre question, je vais aller un peu en amont. D'accord. Nous étions, pendant les premières heures de la crise ivoirienne, parmi ceux qui pensaient que la crise ivoirienne avait une particularité incomparable aux autres crises à travers le monde. J'étais parmi ceux qui ont dit que la crise ivoirienne, si tu l'as bien comprise, c'est qu'on te l'a mal expliquée. Parce que si on te l'explique bien, tu ne la comprendras jamais. D'accord. Le disant ainsi, je faisais référence à beaucoup de faits qui me paraissaient quand même curieux. Que un individu qui fait rentrer des armes dans un pays, qui attaque le pays, et aucune puissance internationale n'ose lever le petit doigt pour condamner cette agression contre la Côte d'Ivoire. Au contraire, on la justifie par le fait que ce soit une crise interne et on trouve des arguments pour la lier à une crise identitaire. En aucun moment, cette rébellion n'a été menacée d'être traduite devant le tribunal pénal international. En aucun moment, le leader de la rébellion n'a été menacé, ni ses parrains. Son premier parrain, Alassane Ouattara, n'a été menacé. Personne n'a été menacé. Au contraire, l'on a passé tout le temps à imposer au peuple de Côte d'Ivoire des tribunes de discussion. Nous sommes partis depuis l'accord de Lomé jusqu'à l'accord politique de Ouagadougou. Oh, que de chemin parcouru. Vraiment. Nous avons parcouru tout le monde à la recherche de solutions pour notre chère patrie. C'est là que je salue et je félicite le président Laurent Gbagbo qui a fait preuve de maturité politique, qui a fait preuve d'amour pour son pays, qui a fait preuve de don de soi, qui a donné tout ce qu'un homme pouvait donner pour aider son peuple. Il a donné tout, même sa dignité, à ce peuple-là, à ses aventuriers politiques, qui ne méritaient même pas la place où ils ont été mis. Un étudiant qui n'a même pas encore fini sa licence à l'université se retrouve Premier ministre dans un gouvernement, dans un pays comme celui de la Côte d'Ivoire. Mais tout cela, le président de la République l'a fait et a invité son peuple à soutenir ce point de vue parce qu'il recherchait quoi? Il ne recherchait que la paix pour son pays. La communauté dite internationale, qui est dans la réalité chapeautée par la France et les États-Unis, a contraint encore ce président-là, Laurent Gbagbo, à aller à des élections sans désarmement. À chaque fois que le président de la République interpellait cette communauté internationale pour dire que je vais aller aux élections, je sais que mon peuple il est avec moi, je vais gagner les élections, mais en plus de gagner les élections, je dois gagner aussi la paix pour mon pays. C'est pour cela que je réclame préalablement le désarmement avant d'aller aux élections. Je crois que ces mêmes aventuriers politiques qui nous ont mené cette rébellion ont fait comprendre que le désarmement ne consiste pas à arracher une arme à un rebelle et la ranger dans une caserne. Que le désarmement était tout un processus dans lequel on pouvait retrouver et la démobilisation, l'encasernement, réinsertion, tous ces thèmes techniques-là auxquels nos vocables n'étaient pas habitués, nous ont été enseignés durant toute cette guerre pour nous dire que
le désarmement était tout un processus. Au finish, c'était pour nous dire qu'il ne désarmerait pas. Et que cette armée rebelle devait être plutôt rajoutée sur l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Des gens sans niveau, sans culture, devaient désormais devenir des forces régulières en plein temps et en plein régime. Je crois qu'au nom toujours de la paix, oui, que le président de la République pourchassait, il a encore accepté toutes ces clauses au contour malsain pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouvait. Nous sommes donc allés à l'élection présidentielle du premier tour et du second tour dans ces conditions-là. Et aujourd'hui, nous sommes surpris que des gens qui perdent des élections refusent de reconnaître leur défaite et menacent de prendre des armes. Sinon, prennent des armes parce qu'on assiste aujourd'hui à une espèce de guérilla urbaine dans notre pays où des individus armés s'attaquent à des forces régulières, où des individus armés s'attaquent à des citoyens. C'est une guérilla qui ne dit pas son nom. Alors, je dis que la communauté internationale est très mal tombée parce que elle a fait cette expérience un peu partout. Ça a bien marché. Ça a bien marché au Rwanda en 1994 avec l'opération turquoise, où on a eu près d'1 million de morts dans le génocide rwandais. Ça a bien marché également en Centrafrique en 1979 avec l'opération Barracuda qui a renversé le président Jean-Bédel Bokassa, et avec l'aide, bien entendu, de l'armée française venue du Tchad voisin. Ça a bien marché. Et ils ont fini par installer un certain David Dacko, qui était l'un de leurs élèves dans la France-Afrique. Et ça a bien marché également en Centrafrique, oui, et avec le renversement de Patassé et l'arrivée de Bozizé, avec voilà. Et ça a aussi bien marché au Tchad. Ça a aussi bien marché au Tchad en 1981 avec l'opération Épervier, lorsque on devait renverser Goukouni Ouidei pour installer Issenabré, et que la Libye en 81 s'était opposée. La Libye s'était opposée déjà en 82-83 au renversement de Goukouni Ouidei et l'arrivée de Issenabré. Et la Libye qui a voulu rétablir l'ordre, s'est vue empêchée par cette même armée française à travers une opération qu'ils ont appelée l'opération Manta. D'accord. Et la Libye a replié, mais en 86, la Libye a récidivé, voulant encore venir remettre Goukouni Ouidei dans le plein droit de l'exercice de ses fonctions, après avoir été destitué par Issenabré et l'armée française qui le soutenait. Et là encore, la même France a encore mis en place l'opération Épervier. L'opération Épervier pour empêcher, en 86 encore, la Libye d'installer Goukouni Ouidei. Bon, voyez-vous que quand on parcourt un peu toute cette histoire de notre jeune Afrique, oui, on comprend que ces grandes puissances extérieures, sinon notamment la France, qui a une très mauvaise politique internationale, n'est pas prête à lâcher prise. Elle a bien essayé ailleurs, ça marchait, mais en Côte d'Ivoire, malheureusement, ça ne marchera pas parce que c'est un autre peuple avec une autre mentalité différente de là où ça réussit. Je ne dis pas que là-bas, il n'y avait pas des personnes éclairées qui avaient vite découvert leur supercherie, mais en Côte d'Ivoire, c'est un autre peuple. C'est un autre peuple, et je pense que ça ne passera pas. Avec l'opération Licorne, qui ressemble à toutes les opérations précédentes que je viens de citer, je crois que la supercherie française ne passera pas en Côte d'Ivoire, malheureusement. Elle ne passera pas.